Bon, merci, Monsieur Rosanvallon, pour être ici dans notre séminaire. Je voudrais poser quelques questions par rapport à votre conférence et vos ouvrages aussi. Vous avez écrit sur cette société de la défiance dans laquelle on vit aujourd'hui. À votre avis, quel est l'un des plus grands défis de la démocratie actuelle? La démocratie a plusieurs défis, parce que la démocratie a plusieurs définitions. On peut dire que la démocratie, c'est à la fois un régime politique et une forme de société. Comme forme de société, la démocratie, elle repose sur l'égalité des droits, mais elle repose sur le fait qu'on fait une société commune. Or, aujourd'hui, la démocratie comme forme de société, elle est tout simplement menacée par les séparatismes, elle est menacée par l'accroissement extraordinaire des inégalités. Et donc, on peut dire que la société devient fragmentée, devient divisée. Et une société divisée est une société dans laquelle la confiance ne peut plus exister. Faire un projet commun, avoir confiance, ça veut dire qu'on se connaît les uns les autres. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société dans laquelle il y a une ignorance mutuelle les uns des autres. Et une société qui vit dans l'ignorance mutuelle les uns des autres est une société qui se diffracte en petits groupes, une société qui ne peut plus faire monde commun. Donc ça, c'est le péril, je dirais, de la démocratie forme de société. Mais la démocratie, régime politique, il me semble aussi fragilisée parce qu'on est encore trop dans une culture de l'impérium de l'élection. L'élection est tout à fait décisive, puisque l'élection, c'est ce qui tranche tous les débats. Même ceux qui étaient au XIXe siècle contre le suffrage universel disaient au moins le suffrage universel a une vertu, c'est qu'il met fin aux discussions. Il permet de trancher les choses. Donc ça, c'est fondamental. Mais le suffrage universel ne suffit pas à exprimer l'intérêt général du pays, parce que le suffrage universel, il produit souvent des majorités qui sont elles-mêmes limitées. Le suffrage universel, il ne suffit pas à produire un gouvernement qui gouverne démocratiquement au quotidien. Et aujourd'hui, ça c'est un grand problème. C'est que nos gouvernements sont démocratiques au sens où ils sont élus, mais nous ne sommes pas gouvernés démocratiquement, en ce sens où au quotidien, les principes de la démocratie, les principes de la lisibilité, les principes de la responsabilité, les principes on peut dire, de l'interaction entre le pouvoir et la société ne sont pas vraiment respectés. Donc pour moi, le très grand objectif du point de vue des démocraties comme régime politique, c'est de passer d'une démocratie qui est seulement fondée sur l'acquisition du permis de gouverner, ça c'est le résultat des élections, à une démocratie qui implique les citoyens et à une démocratie qui est démocratique au jour le jour et pas seulement une fois tous les 5 ans. En effet, nous avons parlé dans notre association, dans notre projet, de la conquête qu'a fait la société mexicaine, comme d'autres sociétés par ailleurs, pour les votes libres. Mais on n'a pas encore réussi à conquérir les pouvoirs de surveillance sur la gestion quotidienne du pouvoir. Vous avez parlé des institutions invisibles. Quelles sont ces institutions et comment conquérir ces institutions-là? D'abord, vous avez tout à fait raison de dire que le pouvoir, il faut l'éprouver un petit peu au quotidien. Parce que les citoyens ne prennent jamais le pouvoir d'un certain point de vue. Ils peuvent avoir un pouvoir sur leurs dirigeants, mais ils ne remplacent jamais collectivement leurs dirigeants. Donc le but, c'est d'avoir un rapport entre gouvernants et gouvernés qui soit un rapport clair, un rapport démocratique, un rapport de reddition de comptes, un rapport de transparence. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, pour ce qui est des institutions invisibles, c'est qu'une société ne fonctionne pas simplement avec des règles. Une société fonctionne aussi avec une culture sociale. Elle fonctionne aussi avec des éléments d'organisation au jour le jour de la vie commune. Et il y a deux grandes institutions invisibles qui sont la légitimité et la confiance. La confiance, c'est tout simplement le fait qu'on peut entreprendre des choses avec d'autres parce qu'on a des informations sur eux qui nous permettent de préjuger de ce qu'ils feront demain. Une société dans laquelle personne ne se connaît est une société dans laquelle on ne peut pas faire de projet commun. Si quelqu'un que vous rencontrez dans la rue vous demande 10 000 pesos
vous ne lui donnerez probablement pas. Mais si votre meilleur ami dit « je suis en difficulté, est-ce que si vous disposez de cette somme, est-ce que tu peux me donner 10 000 pesos ?» Vous direz « oui, je peux ». Pourquoi? Parce que vous le connaissez, vous avez des informations sur lui. Et on voit que dans l'histoire, la confiance à l'intérieur d'un groupe humain est ce qui a permis de construire beaucoup de choses. Et au contraire, la défiance, c'est ce qui le détruit. Et la légitimité, c'est la même chose. La légitimité, c'est-à-dire qu'une institution ou un pouvoir existe sans avoir en permanence à faire ses preuves. Parce qu'on voit où il va, on sait qui il est. Et ça, je pense qu'être des constructeurs de légitimité, des constructeurs de confiance, c'est décisif. Et la confiance, chacun sa part de responsabilité. Les pouvoirs, les gouvernants ont leurs responsabilités en étant intègres, en parlant vrai, en faisant en sorte qu'ils aient une politique continue. Donc, ils peuvent développer de la confiance parce que, disons, avec eux, on sait où on va. Et puis, les citoyens, ils peuvent développer de la confiance dans un pays en faisant en sorte qu'on fasse tomber les barrières de l'ignorance. Et les barrières de l'ignorance, c'est ce qui nourrit des visions fantasmatiques du moi commun, et c'est celles qui nourrissent les populismes les plus toxiques. Souvent ici au Mexique, les hommes politiques parlent de transparence comme les remèdes magiques pour tous les problèmes de corruption qu'on a dans les pays. Quels sont les périls des notions de transparence? D'abord, je crois qu'en soi, ce qui est un péril, c'est quand on finit par noyer un projet sous un mot. Hein. La transparence devient une idéologie si on pense qu'elle va régler toutes les questions et qu'on en parle de façon très large. La transparence, il faut en parler de façon à chaque fois précise et instrumentale. Ça n'est pas la transparence avec un grand T qui réglera les problèmes. C'est la transparence parce qu'on décide de publier les revenus d'une personnalité et les revenus des gens autour de lui. Ce sont des petites choses. La transparence, elle se mesure aux effets qu'elle produit. Elle ne se mesure pas simplement, je dirais, à la référence un peu sacrée dont on l'entoure. Et finalement, vous avez parlé de confiance. Et au Mexique, c'est un pays qui a beaucoup de confiance. On fait beaucoup confiance aux amis, à la famille et aux professeurs. C'est la troisième place. Et en dernière place, on a les Sénats, les congrès et les partis politiques. Comment on peut serrer cet écart entre les cercles de confiance et les cercles de la défiance? Alors, il y a peut-être deux choses différentes. Peut-être une partie de la défiance, une petite partie, repose sur des malentendus ou sur une méconnaissance. Peut-être que si des institutions comme le Sénat ou le Congrès rendaient compte de façon plus précise dans le pays de ce qu'ils font réellement, ils seraient peut-être plus appréciés. Alors que là, c'est des institutions très, très lointaines. Mais en même temps, il faut que ces institutions prennent conscience du fait que tant qu'on est loin du pays, on ne peut pas créer un mécanisme de confiance. Et on ne crée pas un mécanisme de confiance si on a le sentiment qu'au fond, on ne sait pas où on va avec des trucs. Savoir où l'on va, c'est quelque chose de fondamental pour développer de la confiance. Avec un ami, justement, on sait où on va. Hein, et c'est pour ça. Et c'est pour ça aussi que la confiance est très importante dans l'économie. Les groupes qui ont été très dynamiques dans l'histoire du marché et du capitalisme, c'est des groupes qui avaient entre eux une homogénéité. Et donc, ils n'avaient pas besoin de signer des contrats tout le temps entre eux. Il y avait de la confiance parce qu'ils savaient où ils allaient ensemble. Ils avaient assez d'informations, assez d'éléments de vie commune pour qu'ils puissent se passer de signer des papiers. Un message final pour le genre de notre projet et pour nos associations? Le message, il est double, c'est qu'il y a le travail à faire, il est encore long. Hein, le travail à faire, il est encore long, mais il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Il y a le travail quotidien qu'il faut faire, et puis il faut donner un cadre intellectuel à ce travail pour lui donner toute sa dignité, toute son importance. Parce que tout ce travail des ONG, des associations, aussi d'organismes publics de contrôle et de surveillance, ils doivent être considérés comme jouant un rôle central dans la démocratie.
Ce ne sont pas simplement des institutions marginales, des institutions latérales, elles sont au cœur de la vie des démocraties. Une démocratie ne peut vivre que si ces institutions s'épanouissent. Bon, merci beaucoup. Merci.